Les réveils se succèdent mécaniquement, identiques, prévisibles, comme des copies conformes d'une existence préfabriquée. Le même trajet, les mêmes écrans lumineux hypnotiques, les mêmes conversations vides de substance, les mêmes distractions numériques qui anesthésient ton esprit. Tu répètes les mêmes gestes automatiques, tu prononces les mêmes phrases creuses, tu poursuis les mêmes objectifs insignifiants. Et pendant ce temps, silencieusement, inexorablement, implacablement, les secondes s'évaporent, les minutes s'envolent, les heures disparaissent et les années se consument comme de la poudre jetée au feu. Tu vis comme si tu avais l'éternité devant toi. Tu repousses tes rêves à demain, tu reportes tes projets à l'année prochaine, tu remets à plus tard les conversations importantes avec ceux que tu aimes. Tu accumules des biens matériels que tu n'utiliseras jamais. Tu poursuis des promotions professionnelles qui ne t'apportent aucune satisfaction réelle. Tu sacrifies ton présent pour un futur hypothétique qui pourrait ne jamais arriver. Pendant que tu planifies ta retraite dans 40 ans, pendant que tu économises pour des vacances futures, pendant que tu attends le bon moment pour commencer à vivre vraiment, la mort observe patiemment, silencieusement, avec la certitude absolue de celui qui sait qu'il gagnera toujours à la fin. Bienvenue dans la plus grande et la plus dangereuse illusion de l'existence humaine moderne. Bienvenue dans le déni collectif et systématique de la mortalité. Bienvenue dans la conspiration silencieuse où chacun fait semblant que la mort n'existe pas, où tout le monde agit comme si le temps était une ressource infinie et renouvelable, où la société entière a construit un système complexe de distractions sophistiquées pour t'empêcher de regarder en face la vérité la plus évidente et la plus brutale de ton existence. Le stoïcisme, cette philosophie millénaire de lucidité implacable et de courage existentiel, place la conscience de la mort au centre absolu de toute vie examinée et digne. Marc Aurèle, l'empereur philosophe qui gouvernait le plus grand empire du monde connu, commençait chaque journée en se rappelant qu'il allait mourir, que tous ceux qu'il aimait allaient mourir, que tout ce qu'il possédait retournerait à la poussière. Ce n'était pas du pessimisme morbide ou de la dépression clinique. C'était la lucidité radicale qui permet de distinguer l'essentiel du superflu, l'important du trivial, le réel de l'illusion. Sénèque, le conseiller d'empereur et l'un des hommes les plus riches de Rome, écrivait avec une urgence presque désespérée à son ami Lucilius. « Ce n'est pas que nous ayons peu de temps, c'est que nous en perdons beaucoup. La vie est assez longue pour accomplir de grandes choses, si nous l'utilisons entièrement. Mais quand elle se dissipe dans le luxe et la négligence, quand elle est gaspillée sur aucune bonne fin, nous sommes forcés finalement par la nécessité ultime de la mort de réaliser qu'elle est passée avant que nous ayons remarqué qu'elle passait. Dans ce manifeste dense, urgent et nécessaire, nous allons déchirer le voile confortable du déni. Nous allons examiner chirurgicalement comment la société moderne a construit une architecture élaborée de distractions pour t'empêcher de confronter ta mortalité. Nous allons disséquer les mécanismes psychologiques qui te font vivre comme si tu étais immortel, alors que chaque battement de ton cœur te rapproche de ton dernier souffle. Nous allons explorer la pratique stoïcienne du memento mori, cette méditation sur la mort qui, paradoxalement, est l'outil le plus puissant pour vivre pleinement, intensément, authentiquement. Si tu sens au fond de tes entrailles que tu passes à côté de ta propre existence, que tu joues un rôle écrit par d'autres dans une pièce dont tu ne connais même pas l'intrigue, que tu échanges le temps précieux et irremplaçable de ta vie contre des distractions bon marché et des plaisirs éphémères, ce texte est ton réveil brutal. Mais je dois t'avertir solennellement, ce qui suit va détruire ton confort psychologique. Cela va t'obliger à regarder dans le miroir noir de ta propre finitude. Cela va te forcer à compter tes jours et à mesurer le poids accablant de chaque heure gaspillée. Si tu es prête à affronter la vérité la plus inconfortable, mais la plus libératrice de l'existence humaine, si tu as le courage de vivre avec les yeux ouverts plutôt que dans le sommeil rassurant de l'illusion, c'est le moment. La mort t'attend. La seule question est, vas-tu vivre avant qu'elle n'arrive? L'architecture sociale du déni. Le premier et le plus sophistiqué mécanisme de cette illusion collective est l'invisibilité culturelle de la mort. Observe attentivement la société moderne avec ses buildings brillants, ses écrans omniprésents, son activité frénétique. La mort a été systématiquement exilée, bannie, effacée de l'espace public. Les gens ne meurent plus chez eux entourés de leur famille. Ils meurent dans des institutions stériles,
cachés derrière des murs blancs aseptisés, gérés par des professionnels en blouse qui font le sale travail que personne ne veut voir. Les funérailles sont devenues des événements rapides, discrets, presque honteux. On met le corps dans une boîte fermée, on l'enterre ou on le brûle le plus rapidement possible, et chacun retourne à sa routine comme si de rien n'était. Le deuil est considéré comme un dysfonctionnement temporaire dont il faut se remettre rapidement pour redevenir un membre productif de la société. Prends 2 semaines de congé, va voir un thérapeute si nécessaire, et reviens au travail avec un sourire professionnel. Cette disparition orchestrée de la mort de notre paysage quotidien n'est pas un accident. C'est une stratégie délibérée du système pour maintenir la machine économique en fonctionnement optimal. Parce que si tu étais constamment conscient que tu vas mourir, que tous ceux que tu aimes vont mourir, que tout ce que tu construis sera détruit, tu remettrais radicalement en question les priorités que le système t'impose. Tu te demanderais pourquoi tu passes 40 heures par semaine dans un bureau étouffant à effectuer des tâches qui n'ont aucun sens pour enrichir des actionnaires que tu ne rencontreras sans doute jamais. Tu questionnerais la logique d'accumuler des objets matériels que tu ne peux pas emporter dans la tombe. Tu réaliserais l'absurdité complète de sacrifier ta santé, tes relations, ton temps avec tes enfants pour grimper une échelle professionnelle qui ne mène nulle part sinon à une pierre tombale légèrement plus chère. Le système a besoin que tu oublies que tu vas mourir. Il a besoin que tu vives dans l'illusion de l'infinité pour que tu continues à consommer, à travailler, à obéir, à te conformer. La conscience de la mort est révolutionnaire parce qu'elle détruit instantanément toutes les valeurs artificielles que la société te vend. Marc Aurèle écrivait dans ses méditations ces notes personnelles jamais destinées à être publiées. Tu pourrais quitter la vie maintenant. Laisse cela déterminer ce que tu fais, dis et pense. Cette phrase simple contient une puissance explosive. Si tu savais avec certitude que tu allais mourir ce soir à minuit, continuerais-tu à faire ce que tu fais aujourd'hui? Continuerais-tu à avoir ces conversations superficielles? Continuerais-tu à regarder ces séries télévisées? Continuerais-tu à reporter cette conversation importante, ce projet créatif, ce voyage que tu rêves de faire? La réponse brutale et mathématique est non. Et pourtant, tu vas mourir. Peut-être pas ce soir, mais bientôt. Et bientôt, dans l'échelle cosmique du temps, signifie quelques décennies au maximum. Si tu as 30 ans, tu as peut-être 50 ans devant toi. Cela semble long, jusqu'à ce que tu réalises que ce sont seulement 18 250 jours. Retire les heures de sommeil, de travail obligatoire, de temps perdu dans les transports et les tâches administratives. Combien te reste-t-il vraiment de temps conscient et libre pour vivre? Le système a créé une culture de l'immortalité illusoire. Les cosmétiques promettent de te faire paraître éternellement jeune. La médecine est présentée comme une guerre contre la mort, plutôt qu'un accompagnement temporaire. Les régimes de retraite et les assurances-vie te font planifier comme si tu allais vivre jusqu'à 100 ans en parfaite santé. Tout est conçu pour que tu repousses le moment où tu dois affronter ta finitude. Cette illusion d'immortalité pratique est renforcée par la structure même du temps moderne. Le système te fait vivre dans un futur perpétuel. Travaille dur maintenant pour profiter plus tard. Économise maintenant pour dépenser à la retraite. Souffre maintenant pour être heureux demain. Toute ta vie devient une préparation pour un moment futur qui ne vient jamais vraiment parce que quand tu y arrives, le système a déjà créé un nouveau futur vers lequel tu dois te projeter. Le stoïcien comprend que cette fuite vers l'avenir est une fuite devant la mort. C'est une façon de ne jamais avoir à vivre vraiment parce que vivre vraiment signifie être présent. Et être présent signifie être conscient que ce présent est tout ce que tu as, que ce moment pourrait être ton dernier. Épictète, qui passa la majeure partie de sa vie comme esclave avant de devenir l'un des plus grands enseignants de philosophie, disait à ses étudiants « Ne dis jamais de quelque chose « je l'ai perdu, mais je l'ai rendu ». Ton enfant est mort, il a été rendu. Ta femme est morte, elle a été rendue. On t'a enlevé ta propriété, n'a-t-elle pas aussi été rendue? Cette perspective radicale ne nie pas la douleur de la perte, mais refuse de vivre dans l'illusion que quelque chose t'appartient de façon permanente, y compris ta propre vie. La tyrannie du divertissement perpétuel. Le deuxième pilier de cette grande conspiration du déni est l'industrie massive du divertissement et de la distraction. Jamais dans l'histoire de l'humanité, les êtres humains n'ont eu accès à autant de moyens de fuir leur propre conscience. Tu as dans ta poche un appareil qui peut instantanément te connecter à des milliards d'heures de contenu conçu scientifiquement pour capturer et monopoliser ton attention.
Netflix, TikTok, Instagram, les jeux vidéo, les séries infinies, les films sans fin, les podcasts interminables. Ce n'est pas du divertissement innocent, c'est une infrastructure industrielle de l'oubli. C'est un système optimisé algorithmiquement pour t'empêcher d'être seul avec tes pensées, de faire face au silence, de contempler ta propre existence. Le système te bombarde constamment de stimulations externes parce qu'il sait que dans le silence et la solitude, des questions dangereuses émergent. Qui suis-je vraiment? Qu'est-ce que je fais de ma vie? Est-ce que cela a du sens? Pourquoi est-ce que je fais ce que je fais? Ces questions sont des menaces existentielles pour l'ordre établi parce qu'elles peuvent te conduire à des réponses qui te feront sortir du rang, refuser de te conformer, choisir un chemin différent. Observe ton propre comportement avec une honnêteté brutale. Combien d'heures par jour passes-tu devant un écran? Combien de fois regardes-tu ton téléphone par jour? À quelle fréquence consultes-tu machinalement les réseaux sociaux sans même savoir pourquoi? Combien de séries as-tu regardé cette année? Combien de vidéos as-tu consommé passivement? Maintenant, imagine que sur ton lit de mort, on te montre un décompte exact de toutes ces heures. 5000 heures à regarder des séries, 3000 heures à scroller. Instagram, 2000 heures à jouer à des jeux vidéo, 10 000 heures perdues dans des distractions numériques qui n'ont laissé absolument aucune trace significative dans ta vie. Comment te sentirais-tu face à ce bilan? Sénèque écrivait avec une rage presque palpable. Les gens sont économes pour protéger leur propriété, mais dès qu'il s'agit de gaspiller du temps, ils sont les plus prodiges avec la seule chose pour laquelle il est juste d'être avare. Il observait déjà dans la Rome antique ce phénomène où les hommes surveillent chaque pièce de monnaie, mais jettent leurs jours et leurs années comme si c'était des déchets sans valeur. La différence aujourd'hui est que l'industrie du divertissement est devenue infiniment plus sophistiquée, plus envahissante, plus addictive. Elle utilise des psychologues comportementaux, des ingénieurs en addiction, des neuroscientifiques pour créer des produits qui hackent littéralement ton système de récompense neurologique. Les notifications sont programmées pour créer des pics de dopamine. Les autoplays et les scrolls infinis exploitent ton incapacité naturelle à t'arrêter volontairement. Les algorithmes apprennent exactement ce qui te garde engagé et te le servent en quantité toujours croissante. Tu n'es pas faible. Tu es face à une machine d'ingénierie psychologique qui a investi des milliards pour capturer ton attention parce que ton attention est le produit qu'ils vendent aux annonceurs. Ton temps de vie est littéralement la marchandise qu'ils exploitent et monétisent. Le stoïcien reconnaît cette guerre pour son attention et refuse catégoriquement d'y participer. Il comprend que chaque minute donnée à une distraction vide est une minute volée à sa vie réelle. Il pratique ce que Marc Aurèle appelait l'économie du temps, une comptabilité rigoureuse de chaque heure comme si c'était de l'or pur, parce que c'est exactement ce que c'est. Mais la distraction n'est pas seulement numérique. Le système a créé des vies entières, structurées autour de l'évitement de la conscience. Le travail excessif, le workaholisme, n'est souvent qu'une autre forme de fuite. Tu te noies dans l'activité pour ne pas avoir à affronter les questions essentielles. Tu remplis chaque minute de ton agenda pour ne jamais être confronté au vide existentiel. Les sorties sociales obligatoires, les week-ends de fêtes alcoolisées, les voyages touristiques où tu coches des cases sur une liste sans jamais vraiment expérimenter quoi que ce soit profondément. Tout cela participe de la même dynamique. Fuir, éviter, oublier que le temps s'écoule et que la mort approche. La méditation stoïcienne sur la mort, le memento mori, est précisément l'antidote à cette fuite perpétuelle. C'est un retour forcé et délibéré à la conscience. C'est regarder ta propre mortalité en face chaque matin pour que le reste de ta journée soit vécu avec l'intensité et la clarté que seule la conscience de la finitude peut apporter. Le culte de la jeunesse et le déni du vieillissement. Le troisième mécanisme majeur de cette illusion collective est l'obsession culturelle pathologique pour la jeunesse éternelle et le rejet viscéral du vieillissement. La société moderne traite le vieillissement comme une maladie honteuse qu'il faut combattre, cacher, nier par tous les moyens disponibles. L'industrie cosmétique génère des centaines de milliards en vendant la promesse impossible d'arrêter le temps. Les crèmes anti-âge, les injections de Botox, les chirurgies esthétiques, les filtres Instagram, tout est conçu pour effacer les signes visibles que tu approches de ta mort. Chaque ride est traitée comme un ennemi à éliminer, chaque cheveu gris comme une trahison à dissimuler. Cette guerre absurde contre le vieillissement naturel est une guerre contre la réalité elle-même. Ton corps vieillit parce qu'il est vivant, et tout ce qui vit vieillit et meurt.
C'est la loi fondamentale de l'existence biologique. Mais le système te vend l'idée que tu peux et dois résister à cette loi, que le vieillissement est optionnel, qu'avec assez d'argent et d'efforts, tu peux rester jeune indéfiniment. Cette obsession n'est pas de la vanité superficielle, c'est du déni existentiel profond. Chaque fois que tu investis dans un produit anti-âge, chaque fois que tu filtres tes photos pour paraître plus jeune, chaque fois que tu mens sur ton âge, tu participes à l'illusion collective que la mort n'est pas réelle, que tu n'es pas en train de vieillir, que le temps ne passe pas vraiment. Marc Aurèle, à l'apogée de sa puissance et de sa gloire, contemplait régulièrement la décomposition et la mort. Il écrivait « Même les objets de beauté, la peau lisse, un sourire séduisant, si tu regardes de près, tu verras leur banalité, leur caractère répulsif même. » Il ne cherchait pas à être cynique ou morbide. Il cherchait à voir clairement, à ne pas être aveuglé par les apparences superficielles. Le stoïcien embrasse son vieillissement comme la preuve qu'il a vécu. Chaque ride est une carte de son expérience. Chaque cheveu gris est un badge d'honneur qui dit « J'ai survécu, j'ai enduré, j'ai continué ». Il ne combat pas le temps, il l'accepte et l'utilise. Mais cette acceptation n'est pas de la résignation passive, c'est de la lucidité active. Le stoïcien prend soin de son corps non pas pour paraître jeune, mais pour rester fonctionnel et fort aussi longtemps que possible. Il s'entraîne, mange sainement, dort suffisamment, non pas par vanité mais par respect pour l'outil temporaire qui lui permet d'accomplir son œuvre. La société moderne a créé une dictature de la jeunesse où les vieux sont marginalisés, cachés dans des maisons de retraite, considérés comme des fardeaux improductifs. Cette ségrégation générationnelle est une autre façon de rendre la mort invisible. Si tu ne côtoies jamais des personnes âgées, si tu ne vois jamais le processus naturel du déclin physique, tu peux maintenir plus facilement l'illusion de ta propre immortalité. Dans les cultures traditionnelles, les anciens étaient vénérés pour leur sagesse accumulée. Ils étaient les gardiens de la mémoire collective, les conseillers respectés. Aujourd'hui, dans une culture obsédée par la nouveauté et la vitesse, l'expérience est dévalorisée et la jeunesse est idolâtrée précisément parce que les jeunes n'ont pas encore été forcés d'affronter pleinement leur mortalité. La procrastination existentielle massive. Nous arrivons maintenant au cœur battant de cette tragédie moderne, la procrastination systématique de ta vie réelle. Tu as des rêves, des aspirations, des désirs profonds que tu repousses constamment à plus tard. Tu veux écrire ce livre, lancer cette entreprise, apprendre cet instrument, voyager dans ce pays, avoir cette conversation importante avec ton père, passer plus de temps avec tes enfants, réconcilier cette amitié brisée. Mais tu attends le bon moment, les bonnes conditions, la bonne opportunité. Tu attends d'avoir plus d'argent, plus de temps, plus d'énergie, plus de confiance. Tu attends que les circonstances soient parfaites, que les planètes soient alignées, que tout soit en ordre. Et pendant que tu attends, les jours passent, les semaines s'accumulent en mois, les mois en années, les années en décennies. Et un jour, tu te réveilles à 60 ans et tu réalises avec une horreur glaciale que tu as passé ta vie entière en salle d'attente, à te préparer pour une vie qui n'est jamais venue, à répéter pour un spectacle qui n'a jamais eu lieu. Sénèque identifiait déjà ce piège mortel. C'est l'erreur caractéristique de l'humanité de laisser pour plus tard ce qui doit être fait maintenant. Ce qui nous trompe, c'est l'apparence généreuse du futur. Il voyait des hommes riches et puissants reporter leur vraie vie jusqu'à ce qu'il soit trop tard, jusqu'à ce que la mort frappe sans avertissement. La procrastination de tes rêves n'est pas de la paresse, c'est de la peur déguisée. C'est la peur de l'échec, la peur du jugement, la peur de découvrir tes propres limites. Mais derrière toutes ces peurs se cache la peur fondamentale. La peur de vivre vraiment, pleinement, intensément, parce que vivre vraiment signifie accepter que tu es mortel et que ce que tu fais compte précisément parce que c'est éphémère. Le système encourage cette procrastination parce qu'elle te maintient docile et contrôlable. Si tu poursuivais vraiment tes rêves, si tu vivais selon tes propres valeurs plutôt que selon celles qu'on t'a imposées, tu deviendrais imprévisible, incontrôlable, dangereux pour l'ordre établi. Marc Aurèle se posait chaque jour cette question terrible. Si aujourd'hui était le dernier jour de ma vie, est-ce que je voudrais faire ce que je suis sur le point de faire? Cette question n'est pas rhétorique. C'est un outil chirurgical pour couper à travers toutes les justifications, tous les prétextes, toutes les excuses que tu te donnes pour ne pas vivre. Le stoïcien agit maintenant, non pas de façon impulsive et irréfléchie, mais avec urgence disciplinée. Il comprend que plus tard est un concept imaginaire. Tout ce qui existe réellement, c'est maintenant.
et maintenant encore. La vie n'est qu'une série de maintenant qui disparaissent instantanément dans le passé. Si tu ne vis pas dans ce maintenant, tu ne vis pas du tout. Il existe une cruauté mathématique dans la façon dont le temps fonctionne. Chaque jour que tu repousses ton rêve est un jour de moins que tu auras pour le réaliser. Si tu veux écrire un roman et que tu attends 10 ans pour commencer, ce ne sont pas seulement 10 années perdues, ce sont 10 années de moins que tu auras pour écrire d'autres livres, pour affiner ton art, pour créer ton œuvre. Les gens sur leur lit de mort ne regrettent jamais ce qu'ils ont fait. Ils regrettent ce qu'ils n'ont pas fait. Ils regrettent les risques qu'ils n'ont pas pris, les mots qu'ils n'ont pas dits, les voyages qu'ils n'ont pas faits, les relations qu'ils n'ont pas cultivées, les rêves qu'ils ont laissés mourir par négligence. Tu ne veux pas arriver au bout avec une liste interminable de j'aurais dû et si seulement. Tu veux arriver au bout épuisé, vidé, sachant que tu as tout donné, que tu as pressé jusqu'à la dernière goutte de potentiel de ta vie, que tu as vraiment vécu au lieu de simplement exister. La prison du regard des autres. Le quatrième obstacle majeur entre toi et une vie consciente de sa mortalité est la tyrannie de l'opinion d'autrui. Tu passes une portion terrifiante de ta vie à te soucier de ce que les autres pensent de toi, à essayer de répondre à leurs attentes, à conformer ta vie aux standards qu'ils ont établis. Tu choisis ta carrière en fonction de ce qui impressionnera ta famille. Tu achètes des choses que tu ne veux pas pour impressionner des gens que tu n'aimes pas. Tu caches tes vrais désirs, tes vraies opinions, ta vraie personnalité parce que tu as peur d'être jugé, rejeté, ridiculisé. Cette obsession pour l'approbation sociale est une prison invisible mais terriblement efficace. Elle te transforme en acteur jouant un rôle écrit par d'autres, vivant une vie qui n'est pas la tienne, poursuivant des objectifs que tu n'as jamais vraiment choisis. Épictète était brutal sur ce point. Si tu veux progresser, abandonne ce type de raisonnement. Si je néglige mes affaires, je n'aurai rien à vivre. Si je ne punis pas mon serviteur, il deviendra mauvais. Car il vaut mieux mourir de faim, libre de tristesse et de peur, que de vivre dans l'abondance et l'inquiétude. Le stoïcien comprend que l'opinion des autres ne peut ni te nourrir, ni te tuer. Leur approbation n'ajoute rien à ta valeur réelle, et leur désapprobation n'en retire rien. Ce sont des fantômes, des ombres sans substance qui n'ont de pouvoir que celui que tu leur donnes. Mais le problème va plus profond. Le système t'a conditionné depuis l'enfance à chercher validation externe. L'école fonctionne sur des notes et des récompenses. Le travail fonctionne sur des promotions et des augmentations. Les réseaux sociaux fonctionnent sur des likes et des followers. Tu as été entraîné comme un animal de cirque à répondre aux signaux externes plutôt qu'à ta boussole interne. Cette dépendance à la validation externe est incompatible avec une vie consciente de sa mortalité parce qu'elle place ton centre de contrôle à l'extérieur de toi. Tu ne peux pas vivre authentiquement si tu cherches constamment l'approbation d'une audience imaginaire. Imagine que tu découvres aujourd'hui que tu vas mourir dans 6 mois. Continuerais-tu à te soucier de ce que ton voisin pense de ta voiture? Continuerais-tu à stresser pour savoir si ton post Instagram a reçu assez de likes? Continuerais-tu à cacher tes vraies opinions par peur du jugement? Non. Face à la mort imminente, toutes ces préoccupations superficielles s'évaporent instantanément. Tu réaliserais avec une clarté cristalline que tu as gaspillé un temps précieux et irremplaçable à te soucier de choses qui n'ont littéralement aucune importance. Le stoïcien vit chaque jour avec cette clarté. Il ne cherche pas à être grossier ou antisocial. Il respecte les conventions sociales quand elles servent un but utile. Mais il refuse absolument de sacrifier son authenticité, son intégrité, sa vie réelle sur l'autel de l'approbation sociale. Marc Aurèle, qui devait gérer constamment les opinions de millions de personnes en tant qu'empereur, se rappelait « Tout ce que tu vois bientôt périra. Ceux qui assistent à cette mort périront aussi. Celui qui meurt à 100 ans ou celui qui meurt jeune perdra la même chose. » Cette perspective égalise tout. Le PDG et le sans-abri, le célèbre et l'inconnu, tous finissent au même endroit. Les distinctions sociales, les hiérarchies de statut, les jugements des autres, tout cela n'est que du théâtre temporaire qui sera effacé complètement par la mort. L'illusion du temps infini. Nous devons maintenant affronter l'illusion cognitive la plus pernicieuse, ta perception déformée du temps qui te reste. Ton cerveau est câblé de façon à rendre le futur lointain abstrait et irréel. La mort te semble toujours lointaine, comme quelque chose qui arrivera peut-être dans un avenir vague et indéfini, pas vraiment à toi personnellement. Cette distorsion cognitive est renforcée par ta jeunesse relative. Si tu as 30 ans, la mort te semble à des décennies de distance. Mais les décennies passent à une vitesse qui défie l'imagination.
Demande à n'importe qui de 50 ans et il te dira que les 20 dernières années sont passées en un clin d'œil. Plus tu vieillis, plus le temps semble accélérer. Ce n'est pas une illusion, c'est un phénomène psychologique bien documenté. Une année quand tu as 10 ans représente 10% de ta vie entière. Une année quand tu as 50 ans représente seulement 2%. Proportionnellement, le temps s'accélère réellement. Sénèque observait « C'est le lot des mortels que peu connaissent comment vivre. La majorité apprennent comment vivre seulement quand la vie est finie. » Il voyait des hommes gaspiller leurs meilleures années à acquérir les compétences et la sagesse nécessaires pour vivre bien, pour enfin les acquérir juste au moment où ils n'avaient plus assez de temps pour les appliquer. Le système exploite cette illusion de temps infini. Il te vend des plans de retraite pour dans 40 ans. Il te fait contracter des hypothèques sur 30 ans. Il structure ta vie en phases longues. Éducation, carrière, retraite. Tout est conçu pour que tu vives toujours en préparation, jamais en réalisation. Mais la mort ne respecte pas ses plans. Elle ne vérifie pas ton agenda avant de frapper. Les cimetières sont remplis de gens qui avaient des projets pour l'année prochaine, des réservations pour l'été prochain, des rêves qu'ils comptaient réaliser un jour. Le stoïcien fait l'exercice mental brutal de calculer précisément combien de temps il lui reste probablement. Si tu as 30 ans et que tu vis jusqu'à 80, tu as environ 50 ans devant toi. Cela semble généreux jusqu'à ce que tu décomposes 18 250 jours. Retire 8 heures de sommeil par jour et tu es à 12,167 jours de conscience. Retire les heures de travail obligatoires, les trajets, les tâches administratives, et tu arrives à peut-être 6000 jours de temps vraiment libre et conscient. 6000 jours pour vivre ta vie réelle. Et chaque jour que tu gaspilles est perdu à jamais, définitivement, irrécupérablement. Il n'y a pas de stockage de temps, pas de compte d'épargne temporel. Le temps non utilisé n'est pas reporté, il est simplement perdu. Marc Aurèle pratiquait une technique encore plus intense. Il se visualisait mourant ce soir même. Il imaginait sa dernière respiration, son dernier battement de cœur. Il se demandait « Si c'était mes dernières heures, serais-je satisfait de comment je les ai utilisées ?» Cette pratique n'est pas morbide, c'est libératrice. Elle coupe instantanément à travers toutes les préoccupations triviales et révèle ce qui compte vraiment. Face à ta mort imminente, seul l'amour, la création, la connexion, l'authenticité ont de l'importance. Tout le reste est révélé pour ce qu'il est, du bruit, le piège du confort et de la sécurité. Le cinquième mécanisme qui te maintient dans l'illusion d'immortalité est ta quête obsessionnelle de confort et de sécurité. Le système t'a vendu l'idée que le but de la vie est d'atteindre un état de confort maximal et de sécurité absolue où tu n'auras plus jamais à lutter, à risquer, à souffrir. Cette promesse est non seulement impossible, mais mortelle spirituellement. La sécurité absolue n'existe pas dans un univers gouverné par l'entropie et le changement constant. La quête du confort est une fuite devant la vie elle-même parce que la vie est inconfortable, imprévisible, dangereuse. Tu construis ta prison confortable, un emploi stable que tu détestes mais qui paie bien, une maison hypothéquée dans une banlieue sûre mais sans âme, une routine prévisible qui t'assure contre toute surprise. Tu appelles cela la vie adulte, responsable. Les stoïciens l'appelleraient une mort lente et volontaire. Sénèque écrivait aux riches romains qui vivaient dans un luxe obscène tout en étant terrorisés de le perdre. Installez-vous comme si vous alliez vivre éternellement, et déjà la faiblesse vous saisit, déjà la vieillesse, et cela quand vous vivez encore comme si vous étiez enfant. Le confort est addictif précisément parce qu'il anesthésie ta conscience de la mortalité. Quand tu es confortable, entouré de tes possessions rassurantes, dans ta routine sécurisée, il est facile d'oublier que tout cela est temporaire et fragile, que cela peut être arraché à tout moment. Le stoïcien pratique délibérément l'inconfort. Sénèque recommandait de dormir parfois sur un lit dur, de manger du pain simple, de porter des vêtements ordinaires, non pas par masochisme, mais pour se prouver qu'il n'a pas besoin du luxe, que son bonheur ne dépend pas de conditions externes confortables. Cette pratique est profondément libératrice. Si tu sais que tu peux survivre et même prospérer dans l'inconfort, tu n'as plus peur de perdre ton confort. Et quand tu n'as plus peur, tu es libre. Libre de prendre des risques, de poursuivre tes vrais rêves, de vivre authentiquement, même si cela signifie sacrifier la sécurité. La zone de confort est exactement cela. Une zone, un territoire limité. Tant que tu y restes, tu ne grandis pas, tu ne vis pas pleinement, tu survives simplement dans un état de maintenance minimale.
Toute croissance, tout accomplissement significatif requiert que tu sortes de cette zone, que tu affrontes l'incertitude et l'inconfort. Mais le système veut que tu restes dans ta zone parce que c'est là que tu es le plus prévisible et contrôlable. Un homme qui n'a rien à perdre est dangereux. Un homme qui a hypothéqué son futur pour un confort présent est docile. Marc Aurèle, qui vivait littéralement dans le plus grand luxe imaginable en tant qu'empereur, pratiquait la privation volontaire. Il dormait parfois par terre, mangeait des rations de soldats, s'exposait au froid et à l'inconfort. Il faisait cela pour maintenir sa force intérieure, pour ne jamais devenir dépendant des conditions externes. La conscience de la mort détruit l'illusion de la sécurité. Si tu sais viscéralement que tu vas mourir, que tout ce que tu possèdes sera perdu, que toute sécurité est temporaire et illusoire, tu es libéré de la peur de perdre. Tu peux prendre des risques, vivre courageusement, créer audacieusement, parce que le pire qui puisse arriver, la mort, arrivera de toute façon. La dette temporelle, envers les morts et les non-nés. Il existe une dimension de la conscience stoïcienne de la mortalité qui est rarement discutée, mais profondément puissante. Ta responsabilité envers ceux qui sont venus avant toi et ceux qui viendront après. Tu n'es pas un individu isolé existant dans un vide temporel. Tu es un maillon dans une chaîne qui s'étend à travers les générations. Pense à tous ceux qui ont souffert, lutté, sacrifié pour que tu puisses avoir la vie que tu as maintenant. Tes grands-parents qui ont survécu à la guerre et la famine. Tes parents qui ont travaillé dur pour te donner des opportunités qu'ils n'ont jamais eues. Les révolutionnaires qui se sont battus pour les libertés dont tu jouis. Les scientifiques qui ont développé la médecine qui te garde en vie. Les artistes qui ont créé la beauté qui enrichit ton monde. Des millions de gens sont morts pour que tu puisses vivre. Et tu gaspilles ce cadeau précieux en scrollant TikTok, en regardant Netflix, en te plaignant de problèmes insignifiants. C'est une trahison monumentale de tous ces sacrifices. Marc Aurèle réfléchissait constamment sur ses ancêtres et sur leur caractère. Il se demandait s'il était digne de l'héritage qu'ils lui avaient laissé. Cette conscience créait en lui un sens profond de responsabilité et de devoir. Mais tu as aussi une responsabilité envers ceux qui viendront après toi. Tes enfants, tes petits-enfants, les générations futures qui hériteront du monde que tu laisses derrière. Que leur lègues-tu? Une planète détruite? Une société corrompue? Des dettes massives? Ou quelque chose de valeur, quelque chose qui améliore le monde, quelque chose qui justifie l'espace que tu as occupé et l'oxygène que tu as respiré? Le stoïcien vit avec la conscience qu'il est responsable non seulement devant lui-même, mais devant toute la chaîne temporelle de l'humanité. Cette perspective élargit radicalement la signification de ta vie au-delà de ta propre satisfaction et confort. Sénèque écrivait « Ce n'est pas que nous ayons une courte vie, mais que nous en gaspillons beaucoup. La vie est assez longue, et elle a été donnée en quantité suffisamment généreuse pour accomplir de très grandes choses si elle est bien investie. Investir ta vie bien signifie l'utiliser pour créer quelque chose qui survivra à ta mort. Une œuvre d'art, une entreprise, un enseignement, des enfants bien élevés, une contribution à ta communauté. Quelque chose qui dira aux générations futures « J'étais ici, j'ai vécu, j'ai fait une différence ». La mort donne à ta vie son poids et sa signification. Si tu vivais éternellement, rien n'aurait d'urgence, rien ne serait précieux, tout pourrait être remis à plus tard indéfiniment. C'est précisément parce que tu vas mourir que ce que tu fais compte. La pratique quotidienne du memento mori. Nous arrivons maintenant à la partie prescriptive, à la pratique concrète qui peut transformer ta relation avec ta propre mortalité et, par extension, avec ta vie entière. Le memento mori, souviens-toi que tu vas mourir, n'est pas une pensée occasionnelle morbide. C'est une pratique quotidienne disciplinée, un rituel mental qui recalibrait constamment tes priorités. Chaque matin, avant de commencer ta journée, assieds-toi en silence pendant 5 minutes. Ferme les yeux. Visualise ta propre mort. Pas de façon vague et abstraite, mais de façon vivide et concrète. Imagine-toi vieux, faible, dans un lit d'hôpital. Sens ton corps qui lâche. Compte tes dernières respirations. Imagine le moment exact où ton cœur bat pour la dernière fois. Ne fuis pas l'inconfort de cette visualisation. Reste avec elle. Sens la peur, l'anxiété, le vertige existentiel. Laisse ces émotions te traverser complètement. Puis demande-toi, si je meurs ce soir, est-ce que je serai satisfait de la façon dont j'ai vécu aujourd'hui? Y a-t-il quelque chose d'essentiel que je devrais faire aujourd'hui? Cette pratique n'est pas agréable. Elle n'est pas censée l'être.
Elle est censée être un choc électrique quotidien qui te réveille de la transe hypnotique de la vie ordinaire. Elle te force à sortir de l'automatisme et à vivre consciemment. Marc Aurèle pratiquait une variante encore plus intense. Il contemplait la mort de ses proches. Il imaginait perdre sa femme, ses enfants, ses amis les plus chers, non pas parce qu'il était masochiste, mais parce qu'il voulait les apprécier pleinement pendant qu'ils étaient encore vivants, ne jamais les tenir pour acquis. Épictète enseignait à ses étudiants. Quand tu embrasses ton enfant ou ta femme, dis-toi que tu embrasses un mortel. Alors si l'un d'eux meurt, tu ne seras pas troublé. Ce conseil semble froid jusqu'à ce que tu comprennes son intention réelle. Aimer pleinement, intensément, dans le présent, sans l'illusion que ce présent durera éternellement. Une autre pratique puissante est le décompte inverse. Calcule approximativement combien de jours il te reste probablement à vivre. Si tu as 30 ans et que tu vis jusqu'à 80, tu as environ 18 250 jours. Crée un document où chaque jour, tu rayes un jour de cette liste. Vois le nombre diminuer inexorablement. Sens le temps s'écouler réellement, pas abstraitement. Tu peux aussi tenir un journal de mortalité. Chaque soir, écris une phrase décrivant comment tu as utilisé ce jour. Puis demande-toi, si c'était mon dernier jour, est-ce que je serais satisfait? Force-toi à l'honnêteté brutale. Les jours gaspillés deviennent douloureusement évidents quand tu les documentes. Visite régulièrement des cimetières, marche parmi les tombes, lis les dates de naissance et de mort. Remarque combien de gens sont morts jeunes. Remarque que tous, riches ou pauvres, célèbres ou inconnus, ont fini au même endroit. Laisse la réalité physique de la mort pénétrer ta conscience. Étudie la biologie de la décomposition. Comprends ce qui arrivera littéralement à ton corps après ta mort. Ce n'est pas morbide, c'est réaliste. Ton corps est organique, périssable, destiné à retourner aux éléments. Cette compréhension démystifie la mort et retire une partie de sa terreur. Le stoïcien crée aussi des rappels physiques de la mortalité dans son environnement, des crânes, des sabliers, des citations sur la mort placées stratégiquement pour interrompre régulièrement la transe de l'oubli. Ces rappels ne sont pas déprimants, ils sont libérateurs. Ils te rappellent ce qui compte vraiment. Une pratique particulièrement puissante est l'exercice de la dernière fois. Quand tu fais quelque chose, demande-toi, et si c'était la dernière fois que je fais cela? La dernière fois que tu manges ce repas, que tu marches dans ce parc, que tu parles avec cet ami. Cette conscience transforme l'ordinaire en extraordinaire, l'habituel en précieux. La libération radicale par l'acceptation. La conscience pleine et acceptée de ta mortalité produit un effet psychologique paradoxal et profondément libérateur. Une fois que tu as vraiment accepté, pas intellectuellement mais viscéralement, que tu vas mourir, une peur fondamentale disparaît. Et avec cette peur disparue, des possibilités entièrement nouvelles s'ouvrent. Quand tu sais vraiment que tu n'as rien à perdre en fin de compte parce que tout sera perdu de toute façon, tu deviens intrépide. Tu peux prendre des risques que tu n'aurais jamais pris. Tu peux dire des vérités que tu aurais gardées pour toi. Tu peux poursuivre des rêves que tu aurais jugés trop dangereux. Cette acceptation de la mort n'est pas du nihilisme. Au contraire, c'est ce qui donne à ta vie sa pleine signification et son intensité maximale. Si rien n'a d'importance à cause de la mort, alors paradoxalement, tout a une importance immense parce que c'est tout ce que tu as. Sénèque écrivait « Il n'est pas étonnant que nous soyons dans un tel désordre si nous semblons vivre presque toute notre vie en préparation pour vivre. » Le stoïcien refuse de passer sa vie en répétition. Il vit maintenant, pleinement, comme si c'était la représentation principale parce que c'est exactement ce que c'est. L'acceptation de la mort te libère aussi de la paralysie du perfectionnisme. Si tu sais que tu vas mourir avant d'avoir le temps de tout perfectionner, tu arrêtes de chercher la perfection et tu commences à créer, à publier, à partager ton travail imparfait. Ces faits vaut infiniment mieux que parfait, mais jamais réalisé. Cette acceptation transforme aussi radicalement tes relations. Tu arrêtes de tenir les gens pour acquis. Tu dis « je t'aime » plus souvent parce que tu sais que chaque conversation pourrait être la dernière. Tu pardonnes plus facilement parce que tenir rancune semble absurdement stupide face à l'éternité du néant qui vous attend tous les deux. Tu deviens aussi beaucoup plus généreux avec ton temps, ton argent, ton attention. Tu ne peux pas l'emporter avec toi, alors pourquoi l'accumuler avidement? Donne-le pendant que tu es vivant. Aide pendant que tu peux. Crée de la valeur pour d'autres pendant que tu existes encore. Marc Aurèle écrivait « Ne vis pas comme si tu allais vivre 10 000 ans.
La mort est suspendue au-dessus de toi. Pendant que tu vis, pendant que c'est en ton pouvoir, sois bon. Cette bonté n'est pas sentimentale ou faible. C'est la réponse logique et forte d'un homme qui comprend la brièveté de l'existence. L'acceptation de la mort te donne aussi une perspective cosmique qui relativise tous tes problèmes et anxiétés. Dans 100 ans, tous tes soucis actuels seront complètement oubliés. Dans 1000 ans, ton nom sera probablement oublié. Dans 1 million d'années, l'espèce humaine elle-même aura peut-être disparu. Face à ces échelles de temps, tes problèmes de carrière, tes conflits relationnels, tes anxiétés financières révèlent leur vraie nature, temporaire, gérable, insignifiant dans le grand schéma. Cette perspective n'est pas déprimante, elle est relaxante. Elle retire le poids artificiel que tu mets sur tout. Elle te permet de prendre la vie avec plus de légèreté, d'humour, de grâce. La mort, comme enseignant ultime. Nous devons maintenant reconnaître que la mort n'est pas seulement un événement futur à accepter. C'est un enseignant présent et constant si tu es assez sage pour l'écouter. La mort t'enseigne ce qui est essentiel et ce qui est superflu. Elle te montre tes vraies priorités avec une clarté impossible à obtenir autrement. Pense au moment de ta vie où tu as été confronté de près à la mort, une maladie grave, un accident, la perte d'un proche. Rappelle-toi comment ces moments ont soudainement clarifié tout. Les disputes mesquines sont apparues pour ce qu'elles étaient, ridicules. Les ambitions de carrière ont perdu leur importance exagérée. L'amour, la connexion, le moment présent sont devenus soudainement la seule chose qui comptait vraiment. Le problème est que cet effet est temporaire. Après quelques semaines ou quelques mois, tu retombes dans l'oubli, tu recommences à t'inquiéter de choses triviales, à poursuivre des objectifs vides. La pratique stoïcienne du memento mori est conçue pour maintenir en permanence cette clarté que la proximité de la mort apporte temporairement. La mort t'enseigne aussi l'impermanence de tout. Rien ne dure. Ton corps jeune et fort deviendra vieux et faible. Ton esprit vif deviendra lent. Tes possessions seront perdues, volées ou détruites. Tes relations se termineront par la mort ou la séparation. Tout ce qui commence finit. Cette reconnaissance de l'impermanence universelle est au cœur du stoïcisme et du bouddhisme. Accepter l'impermanence ne signifie pas devenir cynique ou détaché. Cela signifie apprécier pleinement ce qui est présent maintenant précisément parce que c'est temporaire. Une fleur est belle parce qu'elle va faner. Un coucher de soleil est magnifique parce qu'il ne dure que quelques minutes. Ta vie est précieuse parce qu'elle est courte. La mort t'enseigne aussi l'égalité fondamentale. Devant la mort, tous les hommes sont égaux. Le milliardaire et le mendiant meurent. Le roi et l'esclave retournent à la même poussière. Toutes les distinctions sociales, tous les titres, tous les rangs sont révélés comme des fictions temporaires. Cette égalité devant la mort devrait produire de l'humilité chez les puissants et de la dignité chez les faibles. Marc Aurèle, l'homme le plus puissant du monde, méditait constamment sur le fait qu'il était simplement un mortel comme tous les autres, que son empire tomberait, que son nom serait oublié. La mort t'enseigne enfin à ne pas prendre la vie trop au sérieux. Si tout est temporaire et éphémère, si nous sommes tous des acteurs dans une pièce cosmique brève, alors pourquoi être si grave, si anxieux, si tendu ? Il y a une légèreté, presque un humour cosmique, dans la reconnaissance de l'absurdité fondamentale de l'existence. Le testament vivant. Agir maintenant. Nous arrivons maintenant au moment de l'action. Toute cette contemplation de la mort est inutile si elle ne te pousse pas à vivre différemment, plus intensément, plus authentiquement. Le but du memento mori n'est pas de te rendre déprimé ou paralysé. C'est de te catalyser en action urgente et significative. Si tu savais avec certitude que tu allais mourir dans 1 an, que changerais-tu dans ta vie aujourd'hui? Fais une liste réelle, concrète, honnête. Puis demande-toi, pourquoi attendre? Tu ne sais pas que tu as 1 an. Tu pourrais avoir 10 ans ou 10 jours. Tout ce que tu sais avec certitude, c'est que tu as aujourd'hui. Commence par les relations. Y a-t-il quelqu'un avec qui tu as besoin de te réconcilier? Quelqu'un à qui tu as besoin de dire « je t'aime » ou « pardon ». Quelqu'un avec qui tu veux passer plus de temps. Fais-le aujourd'hui, pas demain, pas la semaine prochaine. Aujourd'hui. Décroche le téléphone maintenant. Envoie le message maintenant. Ensuite, tes créations et contributions. Quel est le travail que tu es censé faire dans ce monde? Quel est ton art, ton métier, ton service unique que tu peux offrir? Si tu ne l'as pas encore commencé, commence aujourd'hui. Si tu l'as commencé mais abandonné, reprends-le aujourd'hui. Le monde a besoin de ce que toi seul peux créer et le temps presse. Examine tes engagements actuels.
Combien de choses fais-tu par obligation, par peur, par habitude, plutôt que par choix conscient? La conscience de la mortalité te donne la permission de dire non, d'abandonner ce qui ne sert pas ta vie réelle, de décevoir les gens si nécessaire pour rester fidèle à toi-même. Sénèque écrivait « Prends possession de toi-même ». La plupart des gens ne vivent pas. Ils se contentent de courir dans tous les sens, recueillent et gardent chaque heure, car elle s'enfuit si rapidement. Crée ce que les stoïciens appelaient un premeditatio malorum, une préméditation des maux futurs. Visualise les pires scénarios, perdre ton emploi, ta santé, tes proches. Non pas pour te rendre anxieux, mais pour te préparer mentalement et réaliser que tu pourrais survivre même au pire. Cette préparation te libère pour agir courageusement maintenant. Établis aussi ce que tu veux que soit ton héritage. Comment veux-tu être rappelé? Qu'est-ce que tu veux avoir accompli quand tu mourras? Écris ton éloge funèbre idéal, puis vis de façon à mériter cet éloge. Le stoïcien vit chaque jour comme s'il écrivait le dernier chapitre de son autobiographie. Il se demande « Est-ce que je veux que ce chapitre soit dans le livre? Est-ce digne de l'histoire de ma vie ?» Cette conscience élève la qualité de chaque journée. La promesse finale. Voici la vérité finale et non négociable. Tu vas mourir, peut-être dans 50 ans, peut-être demain. Tu ne sais pas quand, mais tu sais que c'est certain. C'est la seule certitude absolue de ton existence. Tout le reste, tes plans, tes espoirs, tes peurs, est incertain et conditionnel. Mais la mort est garantie. Tu as deux choix fondamentaux face à cette réalité. Tu peux continuer à la nier, à la repousser, à vivre comme si tu avais l'éternité devant toi. Tu peux continuer à gaspiller tes jours dans des distractions vides, à poursuivre des objectifs qui ne comptent pas vraiment, à reporter ta vie réelle à un futur qui n'arrivera peut-être jamais. Ou tu peux te réveiller. Tu peux regarder la mort en face chaque matin et laisser cette conscience transformer complètement comment tu vis. Tu peux arrêter de perdre du temps sur des choses qui n'ont pas d'importance et concentrer chaque once de ton énergie sur ce qui en a. Tu peux arrêter de vivre en préparation et commencer à vivre vraiment, maintenant, aujourd'hui. Marc Aurèle écrivait dans ce qui pourrait être sa dernière entrée dans ses méditations. Pars de la vie comme une olive mûre tombe, louant la terre qui l'a portée et reconnaissant envers l'arbre qui l'a fait grandir. C'est l'idéal stoïcien, vivre pleinement, puis partir avec grâce et gratitude quand le temps vient, sans regret, sans amertume, sachant que tu as fait de ton mieux avec le temps qui t'a été donné. Le système veut que tu vives endormi, distrait, complaisant, toujours en attente. Le stoïcien choisit de vivre éveillé, concentré, urgent, totalement présent. Le système veut que tu accumules des possessions et du statut. Le stoïcien choisit de créer du sens et des connexions authentiques. Le temps est linéaire, implacable, non négociable. Chaque seconde qui passe est une seconde de ta vie qui ne reviendra jamais. Tu ne peux pas la stocker, la sauver, la récupérer. Tu peux seulement la vivre ou la perdre. La mort n'est pas ton ennemi. Elle est ton enseignant le plus sage, ton motivateur le plus puissant, ton clarificateur le plus efficace. Elle te montre avec une précision brutale ce qui compte et ce qui ne compte pas. Elle te donne l'urgence et la permission de vivre authentiquement. Arrête de vivre comme si la mort était une fiction, comme si elle arrivait seulement aux autres, comme si tu avais tout le temps du monde. Tu n'en as pas. Tu as maintenant. Ce moment précis, cet instant pendant lequel tu lis ces mots, c'est tout ce que tu as de certain. Que feras-tu avec ce moment? Que feras-tu avec les moments qui suivent? Vas-tu retourner à ta transe hypnotique, à tes distractions confortables, à ta vie non examinée? Ou vas-tu te lever, te secouer et commencer enfin à vivre avec l'intensité, l'authenticité et l'urgence que mérite une vie consciente de sa propre fin? Le choix est tien, mais choisis vite. Parce que pendant que tu délibères, pendant que tu procrastines, pendant que tu te cherches des excuses, le temps s'écoule. Et un jour, plus tôt que tu ne le penses, il n'y aura plus de temps. Memento mori. Souviens-toi que tu vas mourir, et donc, pendant que tu es encore vivant, vis.